je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de janvier qui s'est avéré quand même assez fructueux, je dois bien l'avouer, avec 5 livres dont 2 coups de cœur, 2 géniaux coups de cœur. Je vais vous en parler plus en détail comme d'habitude. Je m'excuse par avance parce que cette vidéo est tournée un peu tard parce que nous sommes bientôt fin février. J'ai eu beaucoup de choses à faire, je vous en dirai plus par la suite. Voilà. Je vais donc tout vous révéler sur mes coups de cœur et mes autres lectures. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous intéresse et à mes pages sociales, notamment Facebook, Instagram et TikTok pour me retrouver et échanger avec moi. Ce sera avec un grand plaisir. Voilà, ça c'est fait. Donc, écoutez, je vais vous les présenter dans l'ordre. Hein, on va faire ça dans l'ordre, ça va être plus simple. Je vais vous présenter donc ma première lecture du mois de janvier. Il s'avère que c'est Frost, tome 1. Donc, Frost et Nectar, livre 1 de C.N. Crawford aux éditions Corrigan. Alors, c'était une lecture en soi assez plaisante. C'est pas un coup de cœur, mais bon, j'avais choisi Frost parce que le mois de janvier, pour mon 4 book challenge, c'était de lire un ou plusieurs romans où il est question de fae, ce qui est le cas dans ce roman-là. Donc, il s'agit, alors normalement je pourrais vous dire qu'il s'agit d'une fantaisie, mais on parle quand même du monde des humains, donc c'est du fantastique, on va dire. Donc on va retrouver donc Ava Jones, qui est en fait une fae qui a été abandonnée à la naissance. Pourquoi, on ne sait pas. Et qui a été du coup élevée dans le monde des humains. Bon, là déjà, ça a démarré assez mal pour elle. Et là, elle vient de se faire larguer par son fiancé. Donc ses perspectives d'avenir s'en trouvent vachement compromises. Et on la retrouve dans un bar en train de noyer son chagrin dans l'alcool, sachant que le monde humain est en relation avec le monde fae. On est dans l'hypothèse où le monde fae et les journalistes s'y intéressent. Ils filment, ils interviewent les personnes qui y vivent, et notamment la royauté donc des fae, c'est-à-dire le roi taurin avec sa jeune sœur. Et donc le roi va être en âge de se marier et il décide de faire un tournoi où il convie les 100, je crois que c'est une centaine, les 100 plus grandes, les 100 meilleures femmes, les 100 meilleures candidates pour devenir sa reine. Alors ça, c'est ce qu'il y a officiellement. Officieusement, le roi taurin n'a pas du tout envie de se marier, seulement il n'a pas le choix. Et il ne veut pas s'encombrer d'une femme qu'il n'aime pas, et surtout, il veut s'en débarrasser rapidement pour une raison assez spéciale. Je ne peux pas vous la révéler, sinon ce serait complètement spoiler l'histoire. Donc bref, il va s'avérer qu'il va rencontrer Ava dans ce bar, qui elle va être assez franche et ne va pas mâcher ses mots sur ce qu'il est, parce qu'elle est pleine d'amertume à cause de sa relation cassée avec son fiancé. Et donc, comme les deux ne vont pas s'aimer, ils ne vont pas s'apprécier du tout, le roi taurin va lui proposer un marché, c'est qu'elle participe donc au tournoi pour devenir sa reine, et en contrepartie, lui donnera de l'argent pour lui permettre de retomber sur ses pieds. Et pendant un moment, donc, elle deviendra sa reine, puis après, ils feront un divorce à l'amiable. Apparemment, c'est possible. Je ne pensais pas que c'était possible pour les fae, mais apparemment, ça l'est. Donc, voilà. Donc, c'est là que Ava va devoir, avec sa meilleure amie, arriver dans le monde fae, qu'elle n'a jamais vu parce qu'elle ne s'en souvient pas. Elle va devoir apprendre certaines coutumes, elle va devoir faire des épreuves assez drastiques. Sa vie peut être menacée à n'importe quel moment, il faut quand même le dire. Hein, c'est un peu l'Hunger Game, on va dire. Ouais, c'est quand même assez ça. Et donc forcément, elle va se retrouver avec des rivales,
qui elles aussi veulent le trône, et sans savoir que Ava, elle a marché avec le roi, donc voilà, ça va être assez cauchemardesque pour elle parce qu'il va vraiment y avoir des sacrés des coups de poignard, des choses comme ça. Donc, non, franchement, cette histoire est assez intéressante. J'ai pas lu le tome 2 pour l'instant, mais il est dans ma palle, vous inquiétez pas. Je vais le lire, ça c'est sûr. C'est juste que j'ai un petit peu moins de temps en ce moment. Mais sinon, l'histoire est bien. Les personnages sont assez intéressants. À certains moments, on a quand même le point de vue du roi taurin, même si la plupart du temps, on a le point de vue d'Ava Jones. Voilà, on rencontre d'autres personnages qui sont vachement intéressants, que ce soit des amis ou que ce soit complètement les ennemis, euh, qu'ils ont quand même, qu'ils en veulent. Elles n'hésitent pas, c'est vraiment des tueuses, il faut dire ce qui est. Donc, elles sont assoiffées de sang. Donc, j'ai vraiment passé un excellent moment. Évidemment, il va sans dire que quand c'est un premier tome, généralement, on termine sur une fin. On a envie de lire le tome 2. Bon, ça va, pour l'instant, je me suis retenue, donc voilà. Mais forcément, on n'a pas... On se pose beaucoup de questions, notamment sur les origines d'Ava. Et moi, c'est vrai que j'ai quelques hypothèses. On verra bien si ça se vérifie dans le tome 2. Mais c'est quand même une excellente lecture qui s'est lue assez rapidement. Il y a combien? Il y a 34, 35 chapitres. Voilà, 35 chapitres. Voilà. 35 chapitres et j'ai lu la première semaine de janvier. C'est pour vous dire, c'est que ça a été assez rapide. Donc je vous le recommande quand même, même si je tiens à repréciser que ce n'est pas un coup de cœur. Alors, mon premier coup de cœur de l'année 2024. Et franchement, je crois que c'est pas fini. Il s'agit de Broken Bones de Ghibli aux éditions Corrigan. Alors, j'ai eu la version reliée. Je ne sais pas si vous le voyez avec la lumière, il fait un peu noir, je suis désolée, j'ai un problème de luminosité. Et franchement, mais quelle claque, franchement. C'est original tout en étant... Enfin, je vais vous expliquer quand même, je vais vous expliquer. J'ai pas les mots, tellement je suis encore... là, on est quand même mi-février, plus on est le 21 ou 22 février, je sais plus. Et je me souviens encore des personnages. C'est pour vous dire que celui-là, il m'a marqué, mais de fou. Voilà, donc on se retrouve dans un monde en apparence normale. Voilà, déjà. Mais on est dans l'hypothèse où les gens font, à partir de leurs 18 ans, une prise de sang pour déterminer leur relation future. C'est-à-dire qu'une personne qui fait une prise de sang, normalement, en plus, elles ont des pouvoirs. Un pouvoir qui n'est pas forcément confirmé dès la naissance, qui peut apparaître par la suite, et en même temps déterminer quelle personne est apte à se marier ou à être dans ce qu'on appelle dans son cercle. C'est-à-dire, donc là, on est dans le cas de Oleander, Oli, qui a fait sa prise de sang, qui n'a pas de pouvoir malheureusement, enfin en apparence, et qui va se retrouver avec 5 âmes sœurs potentielles. Et donc ces âmes sœurs, donc ces 5 hommes, alors j'ai adoré les personnages, franchement j'ai adoré les personnages, parce que en fait dans un cercle, au niveau des âmes sœurs, une fois que les âmes sœurs sont accouplées, il y a un effet miroir. C'est-à-dire que Oli peut ressentir, grâce à son lien, parce que c'est le lien du centre, Oli, voilà, donc c'est le lien du centre, donc elle est disponible pour 5 potentiels âmes sœurs et peut ressentir les émotions, la colère, la peur, l'amour, la haine également, de ces âmes sœurs potentielles. Sauf que Oli a eu un problème étant jeune, elle a perdu ses parents dans un accident de voiture. Et pour une raison qu'on ne sait pas du tout au début, elle va s'enfuir après la mort de ses parents, ce qui va laisser ses âmes sœurs, bien qu'elle ne les ait pas encore rencontrées, mais qu'elle savait qu'ils existaient, elle va laisser ses âmes sœurs, elle va les abandonner donc, et du coup les âmes sœurs vont se sentir mais complètement trahies.
et ils vont tout faire pour essayer de la récupérer, de la capturer et de la forcer à vivre avec eux. Euh, Seulement, Holly, si elle a fait ça, c'est pour une raison bien précise que je ne vais pas vous dévoiler. Voilà, ça c'est pour vous. Et donc, elle a ses raisons et elle préfère à la rigueur se faire détester de ses âmes sœurs plutôt que de les mettre en danger. Donc voilà, c'est là qu'au niveau des âmes sœurs, on se retrouve quand même avec des personnages assez puissants, des personnages riches, des personnages hauts en couleur, c'est le cas de le dire, qui ont des pouvoirs. Il y en a qui ont des pouvoirs de la nuit, il y en a qui a le pouvoir de la nuit, des cauchemars. Donc il y a des espèces de nuages en forme de monstres qui apparaissent grâce à lui, tout ça. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Il y en a un qui a le pouvoir de se transformer en animal, en loup ou en tigre, en guépard, enfin bref, dès qu'il en a envie. Donc effectivement, c'est tous des beaux gosses, il faut dire ce qui est. Les 5 personnes sont des beaux gosses. Ils ont chacun, euh, ils ont chacun des caractéristiques, un caractère bien différent. Alors on a euh, North avec son frère Nox. Alors c'est deux frères, mais qui donc l'un est PDG, directeur quand même euh, très haut placé dans la hiérarchie pardon, qui est plein aux as, qui possède beaucoup de choses, donc forcément qui a un sacré pouvoir. Nox, lui, et donc son frère, est un professeur d'université en psychologie des liens. On a Gabe qui lui donc est le métamorphe. On a Griffon qui lui est un membre de, je dirais pas de la police, mais on dirait plutôt un garde du corps, on va dire un protecteur. On a Atlas qui n'a rien à voir avec eux parce qu'il vit un peu plus loin, mais qui est assez fort, qui est surhumain. Et je crois que c'est tout, je vous ai dit les 5. Voilà, c'est ça. Et donc, on va apprendre à connaître tous les personnages, Oli y compris, tout au long de l'histoire, parce que Oli va se faire capturer et elle va devoir vivre avec ces 5 bonhommes. Et ça va pas être simple parce que forcément, ils sont pleins de rancune. Elle veut pas leur dire pourquoi elle s'enfuit, donc ça leur pose problème. Ils vont essayer de tout faire pour deviner. Donc l'ambiance va être un peu pesante et tendue. Mais derrière ces apparences-là, on a quand même beaucoup d'humour de la part de l'héroïne. J'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur pour elle parce que son humour me faisait bien rire. Des moments, je riais sous cap. Je vous avertis que celui-là, qui est quand même assez conséquent, il m'a fallu que 3 jours pour le lire. C'est pour vous dire à quel point c'est un page turner pour moi. Et j'ai vraiment adoré ce roman. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que forcément, c'est un tome 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous donne en mille. J'ai commencé le tome 2 qui est sorti. Donc, on s'est retrouvé avec Savage Bond, toujours de Djibri aux éditions Corrigan. Alors, là, c'est encore plus intense que le tome 1 parce que le tome 1, on plante le décor. Il faut dire ce qui est. On plante le décor, on se familiarise plus ou moins avec les personnages, on a du mal à les cerner. Là, on a la suite. Donc, on retombe tout de suite dans l'action avec Holly, Nox, North, Gabe, Atlas et Griffon. Et donc là, on a quand même les personnages sont plus développés, euh, plus d'action aussi, voilà, il faut dire ce qu'il y a aussi. Et encore plus d'humour. Franchement, j'ai adoré aussi. C'est un deuxième coup de cœur. C'est mon deuxième coup de cœur d'ailleurs. Vous voyez, c'est la même. C'est la saga en fait. Le seule chose qui m'a frustrée malheureusement, ça, bon, il faut le dire, il va exister 6 tomes. Sachant que le deuxième est sorti, le tome 3 ne sortira pas avant le mois d'avril. Donc je pense que c'est à peu près ça. Tous les 2-3 mois, il va y avoir un nouveau tome qui va sortir et chaque tome va posséder la couverture. Sur la couverture, en fait, ça va être un des liens. Donc le premier tome, on a forcément Oleander donc. Celui-là, moi, j'hésite. Je ne sais pas quel est votre avis pour ceux qui l'ont lu. Moi, je penserais que c'est Atlas, mais je n'en suis vraiment, vraiment pas sûre parce qu'il n'est pas.
on va avoir chaque fois une couverture, donc soit on va avoir Norse, après on va avoir Nox, on va avoir Gabe, et on va avoir Griffon si c'est bien Atlas. Moi, je dirais que c'est Atlas, mais parce qu'avec le satellite, je pense le satellite Atlas, je pense à ça, moi, tout de suite. Donc, je ne saurais dire si j'ai bon ou pas. Donc, si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me donner la réponse. Toujours est-il que là, on a forcément terminé, forcément dans une impasse. Hein. Donc, j'ai vraiment hâte qu'au mois d'avril, le tome 3 sorte, que je vais m'empresser de dévorer. C'est peut-être le gros problème dans une saga qui n'est pas finie d'imprimer, c'est que quand on lit une saga comme ça, qui a un tel coup de cœur, on se retrouve frustré. C'est un peu comme la saga de Raven Kennedy, la saga Guild, que j'attends la suite avec impatience aussi, parce qu'elle n'est pas finie de sortir. Donc voilà, on est frustré. Et je pensais qu'il y avait que 2 tomes, mais non, il y en a donc 6, un pour chaque lien. Donc, j'ai vraiment passé un excellent moment. Celui-là aussi, il m'a fallu que 3 jours pendant la période de neige pour le lire. Et j'ai vraiment adoré. J'ai dévoré. Il faut dire ce qui est, j'ai dévoré ces romans. Donc là, c'était le 3e livre que j'ai lu. J'ai embrayé ensuite sur le tome 2 de Vampiria, la cour des miracles de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont, sachant que j'avais lu le premier tome et je vous en ai parlé au mois de décembre 2023. Donc, pour un petit rappel, on se retrouve avec Diane de Gastefrisch, alias Jeanne Froidelac, qui a usurpé l'identité de la bourgeoise et qui donc travaille à la cour du roi Soleil, qui n'est plus roi Soleil parce que c'était devenu un vampire, le roi des ombres, on va dire. Et donc, qui est sommé par le roi de découvrir euh, l'identité d'une femme qui fait tout pour perturber, mais c'est plus exaspérer le roi qui se fait appeler la Dame des Miracles. Donc elle va envoyer Diane avec Hélénaïs et un autre des chevaliers autour du roi enquêter. Donc là on va se retrouver un petit peu au sein de Paris, ils vont déambuler au sein de Paris pour essayer de mettre la main sur cette fameuse Dame des Miracles et puis s'en débarrasser. Ce qui ne va pas être de tout repos parce que Diane, elle doit beaucoup cacher son identité réelle, elle doit cacher le fait qu'elle fait partie de la Fronde, euh, voilà, tout ce qui pourrait nuire à sa vie forcément et à son idéal. Et donc, bon, à un moment donné, il y a eu un petit flottement parce qu'il continuait sans relâche à traquer dans Paris. Donc là, j'ai trouvé quand même quelques longueurs. Mais sinon, l'histoire est toujours intéressante. On rencontre des personnages quand même assez inquiétants comme les ghouls. On se pose beaucoup de questions sur la suite. Il y a certains événements qui me semblent assez perturbants. Donc forcément, je me suis beaucoup posé des questions sur certaines choses visant Jeanne, forcément. Et donc, bon, dans l'ensemble, j'ai quand même aimé ce tome. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai eu beaucoup de longueur, mais je l'ai quand même fini. Ce qui veut dire que si j'ai pas abandonné, c'est que ça m'a quand même plu. Donc, voilà. Je peux pas trop vous en dire plus parce que c'est un tome 2, mais on va dire que c'est quand même dans l'ensemble une bonne suite. Et donc, j'embraye également sur, du coup, j'ai voulu savoir la suite. Donc, la cour des Vampiria, la cour des ouragans de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Voilà, j'ai terminé le premier cycle au mois de janvier. Mais bon, là, je suis restée sur ma faim parce que euh, le deuxième cycle qui commence, je me suis renseignée et on se retrouve plus du tout avec Diane de Gastefrisch, alias Jeanne Froidelac. Et du coup, je ne sais pas vraiment ce qui arrive à la fin à Diane. Est-ce qu'elle y arrive? Est-ce qu'on va avoir d'autres séries, un 3e cycle, mettons, parce que le 2e cycle est complètement différent, ça se passe aux Amériques par rapport au premier cycle. Donc, est-ce qu'il va y avoir un 3e cycle où on va revenir sur Diane? Je ne sais pas, et c'est ça qui m'embête un petit peu dans ce tome-là, bien que ça c'est la fin. Hein. Sinon, la cour des ouragans, c'est le roi qui décide euh, de donner Diane en mariage à un puissant corsaire qui a fait couler plusieurs navires de sa flotte et qui a pris forcément ses trésors qu'il convoitait.
Donc, du coup, le roi décide de passer un accord avec ce corsaire qui est quand même super effrayant, qui possède des super pouvoirs, hein, bien qu'il ne soit pas du tout vampire. Et donc, le marché est que Diane doit l'épouser et le convaincre de se rallier à sa cause. Et en échange, le roi propose à Diane de devenir vampire. Bon, ça c'est officieusement, Diane ne veut absolument pas devenir vampire. Elle veut se débarrasser du roi, elle veut continuer son travail avec la fronde, mais voilà, elle est obligée de jouer double jeu. Sauf que quand elle arrive avec ses amis auprès du corsaire, elle s'aperçoit que le corsaire, il a décidé qu'il allait faire une espèce de tournoi avec 5 potentielles candidates pour devenir sa future femme. Donc elles vont passer 3 épreuves et au fond, à chaque épreuve, la perdante bah, mourra. Voilà, donc ça va être encore plus difficile, hein. C'est une espèce de mini Hunger Game parce que du coup tous les coups sont permis. Et Diane va tout faire pour sauver sa peau et en même temps essayer de détruire le roi parce qu'il y a une pierre potentiellement dangereuse que le corsaire possède, bien qu'il n'en ait aucune idée, et qui pourrait rendre le roi immortel et complètement, ben, comment dire, il pourrait aussi bien vivre le jour que la nuit. Donc c'est ce fameux diamant que Diane veut récupérer pour empêcher les projets du roi Louis XIV de se concrétiser. Voilà. Donc là encore, peut-être un peu plus intéressant quand même que le tome 2, hein, faut le dire, parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'épreuves, donc c'est vrai que j'ai vraiment apprécié ces épreuves-là entre les femmes. Forcément, qui dit femme dit quand même des crépages de chignons, ce qui est marrant aussi. Mais comme je vous ai dit précédemment, la fin, ben, du coup, la fin est pas mal, mais j'ai pas plus d'infos que ça sur la suite de Diane avec le roi des ténèbres. Est-ce qu'elle va réussir à le vaincre ou pas? On ne sait pas. Est-ce qu'on le saura par la suite? Je ne sais pas non plus. Mais bon, voilà, c'est peut-être ça qui m'a laissé sur ma faim et fait que ce ne soit pas un coup de cœur, malheureusement. Voilà, c'est ça. Donc, je lirai probablement le premier tome du cycle 2 par la suite, bien que ce n'est pas du tout les mêmes personnages, parce que là, on se retrouve aux Amériques. Je verrai bien. Je verrai bien si j'ai envie de le lire ou pas. Bah, toujours est-il que j'ai quand même pris un bon moment quand même avec cette trilogie, bien que comme je pense que c'est l'avis de plusieurs personnes, je sois restée sur ma faim. Voilà. Donc, voici donc les 5 romans que j'ai lus au mois de janvier. Donc, 5 livres par mois. Généralement, j'en lis 3 à 4. Et donc, ça veut dire que j'ai bien turbiné quand même. Donc, voilà, c'est quand même un excellent bilan pour le mois de janvier. Le mois de février va s'avérer plus difficile pour la bonne et simple raison que j'ai ma fille qui a eu 2 gastro en 3 semaines. Génial, franchement magnifique. Ça, et le fait aussi que j'attends un heureux événement. Donc, la famille va s'agrandir d'un 3e bébé, mais la fatigue, les douleurs ligamentaires, les nausées, les rendez-vous médicaux font que forcément je lis un peu moins, j'ai un peu plus de mal à tourner les vidéos. Donc vous inquiétez pas s'il y a un peu moins de vidéos sur YouTube, c'est normal, c'est parce que j'ai du mal. J'ai du mal à y arriver, j'essaye de combiner mon rôle de maman, forcément ma grossesse et ma lecture. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc voilà, et en même temps, je tiens à vous dire aussi qu'il va y avoir un peu moins de livres en book haul. Je vais faire un peu moins d'achats pour la bonne et simple raison que j'ai 1 an pour préparer mon mariage. Donc forcément, qui dit mariage dit beaucoup d'argent, qui dit beaucoup d'argent dit réduction de budget pour les livres. Mais bon, comme on dit, c'est provisoire. Donc j'achèterai peut-être 1 à 2 livres par mois, mais forcément la liste va baisser, bien que les sorties littéraires, elles, ne font qu'augmenter. Il faut dire ce qui est. Il va falloir que je fasse des choix. Donc voilà.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, hein. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre en commentaire si vous avez lu les livres, surtout les Savage Bond et Broken Bones que j'ai vraiment adoré. J'essaierai de vous retrouver très bientôt pour les sorties littéraires. Alors, je ne sais pas si je vais les faire en visu, en vidéo, ou si je vais les faire comme la dernière fois via Instagram, parce que j'ai un manque de temps et surtout beaucoup de fatigue derrière. Donc, je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux, ça c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. J'essayerai de vous retrouver donc pour le book haul et le bilan lecture du mois de février, donc en mars. D'ici là, j'espère que vous vous porterez bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!